je vais aller extrêmement vite puisque le jeu, même s'il n'y a pas de protocole, et que je présente 10 minutes peut-être de mes propres réflexions sur cette journée qui a été d'une extraordinaire richesse. J'ai pris des notes, j'ai une quinzaine de pages de notes, il faudrait tout discuter. Ensuite, l'idée, ça sera de vous poser des questions et d'essayer peut-être de tirer des grands fils sur cette question de la solitude et de la foule. Et je voulais faire une toute petite parenthèse, me faire un plaisir personnel de dire que l'Institut Convergence Migration était très représenté aujourd'hui, puisque Cécile Vermeau, Delphine Diaz, Osgué Binaire et moi-même sommes de cet Institut Convergence Migration, qui est un institut qui rassemble 700 chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur la migration et les migrants, dont le président est François Héran, dont je suis la directrice, et nous travaillons dans un contexte politique adverse, comme vous le voyez, à essayer de revenir à une parole, à un discours qui serait d'abord celui du réel, et celui aussi peut-être d'une forme d'hospitalité possible, on y croit, comme certains l'ont dit aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer très vite de ma position d'anthropologue. D'un côté, je viens de travailler pendant 5 ans dans les camps et les campements, notamment aux frontières, mais aussi de ma position de psy, puisque je suis psychologue clinicienne, psychanalyste à l'hôpital Avicenne, dans une consultation de psychotrauma avec des demandeurs d'asile depuis une quinzaine d'années. Et donc, je vais essayer de ces deux positions de poursuivre une réflexion qui a été absolument magnifique aujourd'hui sur cette question de la solitude dans la foule, en conjuguant donc au pluriel les solitudes et les exils. Et je vais poursuivre finalement ce chemin où les solitudes d'un chemin incertain, je trouvais le titre magnifique, c'est le titre de Cécile Vermeau, à travers ce qui a été proposé ici, c'est-à-dire à travers le récit. Et je me suis beaucoup demandé finalement dans cette journée comment vous aviez réussi si bien finalement à mettre en forme certains récits, sachant qu'un récit personnellement m'a bouleversé, celui dont a fait part Osgué, qui était là directement, le récit de Choukram, qui ne pouvait même plus s'entendre parler et qui en devenait folle, donc dans cette mise en récit impossible finalement. Et puis d'autres formes de mise peut-être en récit avec les formes de mise en images qui ont été tout au long de cette journée portées par des documentaires que j'ai trouvé aussi tout à fait exceptionnels. Donc ce chemin qu'on a emprunté à travers plusieurs disciplines, on a navigué dans l'histoire, à travers les langues, par la psychologie, la sociologie, la philosophie, la littérature. Tout ce chemin dont a pu dire la forte tension, je crois, entre les solitudes autonomie, un terme que vous avez porté, et puis celui où s'exprimerait finalement le sujet qui saurait se protéger de la foule, et de l'autre côté, une solitude, cette fois-ci tristesse, par exemple, ou une solitude destructrice et mortifère, où là, le sujet est colonisé par une foule anonyme. Et au croisement de ces disciplines, la solitude dans la foule me semble questionner au cœur à la question du sujet dans le politique. Je crois que c'est vraiment ça qui nous a permis de réfléchir aujourd'hui à ces questions, en ramenant aussi la question éthique, qui a été ramenée peut-être plus en fin de journée, comme un tiers terme, je crois, sujet politique et éthique dans ces questions. Je voudrais partir pour illustrer un petit peu ce que je veux dire de ce très beau dessin de Laura Gens, donc, qui est une dessinatrice et qui l'a appelé Solitude. Et c'est le premier dessin de la série des 10 dessins qui illustre un livre qui est un livre collectif, en particulier de membres de l'Institut Convergence Migration, en tout cas d'une dizaine de ses membres, qui a été publié l'année dernière et qui s'appelle Lingua non grata, langue, violence et résistance dans les espaces de la migration. Et donc ce titre de Solitude qui inaugure ce livre, finalement, accompagne un chapitre qui commence sur le mythe de Babel. Et je pense que c'est autour des récits et des langues, effectivement, qu'on peut revenir sur la conflictualité qu'il y a au cœur des solitudes dont on vient de parler. Alors, le récit biblique, je sais que on vient de parler de plusieurs récits bibliques, celui de Joseph et Youssouf, puisque c'est un récit qu'on retrouve aussi dans le Coran. Je voudrais dire aussi qu'en consultation, on retrouve beaucoup de récits et beaucoup de récits bibliques et beaucoup de mythes. Ces grands voyageurs, ces primo-arrivants, comme on les appelle, on leur a donné beaucoup de noms aujourd'hui,
connaissent ces récits mythiques et souvent ont recours aussi à ces grandes figures mythiques. La figure de Babel, elle peut arriver aussi, souvent. Ce mythe de Babel qui met en scène la dispersion des hommes par celle des langues. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans le mythe de Babel, et dont la confusion, finalement, procède de la volonté de Yahvé, d'empêcher les hommes de parler une langue commune et de se donner un nom. Et une fois la ville détruite, souvenez-vous, dans le mythe de Babel, Babel n'est alors plus étymologiquement la porte de Dieu, elle devient le lieu où les choses bredouillent et se confondent. Et finalement, vous avez la racine, le premier Babiloum en akkadien, qui retrouve cette racine hébraïque de blabla, c'est-à-dire là où les choses se confondent et bredouillent. Et métaphoriquement, je crois que dans l'exil, cette dispersion des langues empêche de nommer les hommes, on a parlé de comment les nommer, de les penser dans la continuité et pour ce qu'ils sont. Ce sont alors ces catégories qu'on a cessé d'employer aujourd'hui, les exilés, les migrants, les réfugiés, les clandestins, mais aussi les stigmatisés, les LGBT, etc. Enfin, tous ces mots qui viennent dans le discours pour tenter de catégoriser ce qu'on peine finalement à nommer comme autres. Dans les camps d'exilés où j'ai enquêté, en l'occurrence, se parle des langues étrangères, une diversité de langues qui empêche souvent les hommes et les femmes de se comprendre, mais qui donne naissance aussi à de nouvelles langues. Et c'est ça que nous avons voulu aussi investiguer en retrouvant ce que pouvait être une langue de la migration et une langue des camps. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez sur migralect.org et il y a là 2500 mots qu'on ne retrouve que dans ces camps et qui permettent à des camps et des campements où vivent 50, 60, 70 langues, finalement, de se parler, de trouver le moyen de se parler, avec des mots qui n'appartiennent qu'à ces espaces de contrainte et d'urgence, mais qui créent une forme de résistance forte. La pluralité des discours politiques aujourd'hui, médiatiques, sécuritaires, économiques, humanitaires, aussi psychiatriques, font violence, empêchent d'entendre des voix de ces hommes et de ces femmes en migration. Et je crois ici que la dispersion, finalement, des hommes, des espaces, des langues, des discours, rappelle qu'un des ressorts de ce dispositif politico-médiatique de l'asile est moins l'intelligibilité que la démonstration du pouvoir à l'imitation du pouvoir divin, le mythe de Babel, imposant et total. Donc l'espace de Babel, c'est à la fois l'impossibilité d'une communication entre les différentes langues, c'est la conflictualité des ordres des discours actuels sur la question des migrations, et c'est la violence au cœur du langage lui-même. Alors je vais restreindre un petit peu ce que je veux vous dire pour finalement n'interroger que 2 points. La première, c'est finalement quelle est la langue commune que nous cherchons aujourd'hui et dont on a cessé de tenter de parler aujourd'hui. Et puis la deuxième, je ferai un petit tour vers la peinture, dont je ne suis pas spécialiste, mais comme nous avons des grands spécialistes ici aujourd'hui, eh bien, je terminerai par quelques images qui, je crois, sont fortes. Je crois que ce qui interroge dans cette journée, c'est le décalage entre une société aux interactions et aux interrelations rodées, avec ses propres codes culturels, ses pratiques culturelles. Vous avez parlé de code du voir. Et puis, la solitude de ces réfugiés. Alors, dans votre introduction, Mick, vous avez parlé de l'état social et l'état d'esprit des réfugiés qui arrivent en Europe, sans attache, sans relation, sans langue commune qui permettrait de communiquer. Alors, bien sûr, la grande histoire des migrations nous a montré combien, en fait, ces attaches, ces liens, ces loyautés, finalement, entre les pays sont continues, combien les migrations sont le produit de circuits, de réseaux historiques, etc. Et pourtant, oui, il y a bien un crissement, il y a bien un décalage, une conflictualité, parfois des clivages, des dénis d'une violence inouïe, dans l'arrivée de ces personnes et dans la possibilité de trouver une langue commune, d'où cette solitude que toute la journée aussi on a séparé de ce que serait l'isolement ou de ce que serait l'essolement. D'autant que les langues, à ce moment-là, ne portent plus non plus les moyens de porter la rencontre dialogique et se mettent à porter finalement les pertes, se mettent à porter la solitude et les séparations. Je voulais vous lire là un poème aussi fulgurant, à mon avis, qu'un haïku de Edmond Jabès dans La clé de voûte. « Ta solitude a combien de cris pour couteau ?»
Cette solitude, cette impossibilité d'une langue commune, donc, est au cœur de ce qu'on peut trouver comme, lorsqu'on travaille comme anthropologue, mais aussi comme psychologue, puisque nous étions accompagnés de psychologues, d'anthropologues, de sociolinguistes dans ces campements, aux frontières aussi, aux frontières franco-italiennes, également aux frontières du Calaisie, donc, où au centre de la parole échangée, il y a la violence, violence du trauma, violence de l'exil, violence du cadre administratif, violence des politiques migratoires. On y parle de multiples langues, le français du pays d'accueil, qui trouve dans ces espaces plus ou moins prises, l'anglais, supposément véhiculaire, il l'est moins qu'on pense, beaucoup de langues tierces qui vont devenir les langues par lesquelles passer, l'ourdou par exemple, pour tous ceux qui viennent d'Asie du Sud, ou bien par exemple les Arabes, très nombreux, les Arabes syriens, soudanais, égyptiens, etc., mais aussi le pachto, le persan, le tigrinya, l'oromo, enfin je vous passe finalement jusqu'aux langues codées, instituées pour certains groupes. La langue évidemment dont je parle n'est pas un outil ici, ce n'est pas une langue informative, c'est la clé de l'interaction, c'est ce qu'elle révèle des expériences de l'exil, c'est la clé de voûte de Jabez finalement. Les langues ici, c'est celles qui permettent de saisir les différents ordres de discours, les différentes loyautés culturelles de statut, c'est celles qui permettent de reconnaître et de reconnaître un autre. Je voudrais vous redire ce que dit Paul Laurent Assoun, dont on a parlé aujourd'hui, à propos justement de l'expérience de l'exilé et de cette langue. L'exilé est non seulement dédomicilié, mais il est aussi délocalisé dans sa langue, écrit-il. Il perd sa langue maternelle comme habitat symbolique en arrivant dans l'espace d'asile. Alors commence, là c'est moi qui parle, une grande entreprise de traduction pour le migrant, pris entre la familiarité de sa langue et les langues qui lui sont étrangères. Il écoute les gens parler dans l'espoir de reconnaître la langue familière. Là c'est Sophie Gigot, philosophe qui travaille à Calais, qui parle. Il écoute donc les gens parler dans l'espoir de reconnaître la langue familière, la langue maternelle, qui est une première attache possible à l'autre. L'urgence est de recréer du familier dans un endroit objectivement inhospitalier. Elle parle à ce moment-là de la jungle de Calais. Donc à la recherche d'une langue familière, certains vont jusqu'à porter sur les murs des baraques, mais aussi des chambres du centre premier d'accueil, dans lequel on a travaillé, qui existait à la Chapelle jusqu'en 2018, des milliers d'inscriptions dans toutes les langues. On a recueilli 8000 inscriptions dans ce centre, écrit sur les draps, sur les matelas, sur les portes. Que veulent dire ces 8000 adresses à l'autre dans toutes les langues? On le voit donc, ce sujet est pris, alors je n'ose plus employer le terme de collectif depuis la dernière communication, mais bon, alors groupe, on le voit donc, puisque pour moi c'est un sujet très politique, le réfugié, je pense qu'il a une puissance politique et une puissance d'action, mais donc on le voit, on est là entre le sujet et le collectif qui déploie toutes sortes de solitudes, mais aussi toutes sortes de possibilités de langue commune. Et irrémédiablement, je pense qu'on a en tête l'image d'Édouard Saïd dans son œuvre sur l'exil, qui lui va différencier finalement une solitude choisie, souvent celle de l'artiste, souvent celui qui crée, qui va réussir magistralement à imposer son vécu d'exil, et puis à transmuer finalement cette solitude de l'autre côté des solitudes imposées, celle de la perte, des séparations, de la dépression dont on a parlé aussi. Mais je crois qu'il y a cette possibilité d'une politique d'action quand même, en tout cas dans la question des réfugiés contemporains. Mais toujours, quand nous parlons d'expériences migratoires, qui sont des expériences de la violence, qu'elles soient celles de la guerre, de la pauvreté, il est question du renvoi à soi-même de cet individu qui, par la violence d'une attaque du lien social, le menace finalement et vient menacer ses attaches familiales et qui met au devant à la fois fragile et essentiel ses loyautés et ses liens. Je vais terminer donc un second point en parlant de la manière dont nous avons aujourd'hui dépeint rapidement tous ces exils et toutes ces solitudes. Et je vous propose un tout petit voyage dans une exposition que j'espère vous avez vue, mais il est encore largement temps de la voir. C'est l'exposition de Anna Eva Bergman qui se trouve au Musée d'Art Moderne, qui est stupéfiante comme exposition, c'est jusqu'en juillet, courez-y. Et donc cette artiste
En fait, je vais vous montrer 3 œuvres qui sont 3 œuvres du début qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous en verrez. En fait, ce n'est pas du tout représentatif, mais ce n'est pas grave. Je trouve qu'elles sont extraordinaires parce que c'est l'arrivée d'Anna Eva Bergman en Allemagne et à Paris, en fait, au moment où le fascisme en Europe commence à s'inscrire, et elle va arriver finalement dans la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous montre ces 3 œuvres qui se font ensuite, 3 tableaux donc en ordre chronologique qui ne sont à nouveau pas tellement représentatifs, je pense, de son œuvre. Elle qui dépeint tellement bien d'ailleurs la mer, le soleil, enfin qui est sur d'autres formes de représentation de la nature et de son lien avec la nature. Donc en 1927, cette encre de Chine sur papier, sans titre, qu'elle peint lorsqu'elle arrive dans son premier voyage vers la France et en Allemagne. Elle s'installe en Allemagne avec son époux, le grand peintre de l'abstrait, Hans Hartung, et elle va en 1932 peindre ici les immigrés allemands. Ce tableau a un titre en pleine montée du nazisme, des solitudes dans la foule. Elle voyagera ensuite beaucoup entre Oslo, Berlin, Paris, pour se positionner aussi par rapport au contexte politique qu'elle est en train de vivre. Et en 1947, au sortir de la guerre, elle va peindre ce tableau qui s'appelle Solitude. C'est le titre en norvégien de ce tableau. Solitude, une petite maison isolée sur un fjord norvégien, c'est fjord. Cette maison qui lui revient au plus profond de son exil alors, puisqu'elle n'est pas en Norvège lorsqu'elle le peint. Et elle est colorée, ce sont tous les murs ouverts vers l'intériorité aussi, et ce sont aussi elle-même à l'épicentre de lignes d'horizon, une solitude de la mémoire et de la création. Vous verrez, si vous allez voir cette exposition, qu'elle va peindre ensuite énormément avec un gris. Il s'avère que ce gris s'appelle le gris solitude pour le peintre. C'est le gris solitude. Voilà, qui va s'imposer ensuite dans sa palette. Alors, lorsque j'écoutais tout à l'heure vos propositions vraiment très, très multidisciplinaires, finalement, je me demandais dans quelle couleur vous auriez peint la solitude. Est-ce que vous auriez été dans le gris solitude, ou certains plutôt vers le blanc, certains vers le gris, certains vers de très belles couleurs, lorsque la solitude redevient la solitude peinte comme celle-ci. Voilà, je vais maintenant arrêter ça et peut-être vous... Si vous me permettez, Mick, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, mais revenir rapidement sur ce qui a été dit et poser des questions, ou en tout cas j'avais une question pour chacun de vous, et peut-être qu'après on peut faire débat. Oui, ou on mélange les deux. Comme vous voulez.